6, 7. Bonjour. 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 Bon. C'est Jérôme qui ouvre le bal ce soir. Bon, bah allez, je commence du coup. Oui. Ok, donc là, je vais faire assez rapide du coup, puisqu'en gros, j'ai fait plein de trucs, mais le problème, c'est que j'ai pas finalisé. Donc du coup, plutôt que de montrer un truc pas terminé, je m'abstiens un peu. En fait, en gros, donc là, ce qui se passe sur l'Auric, là, vous voyez, c'est un Auric avec un 65816. Donc en gros, c'est pour montrer déjà que ça marche. Donc j'avais une petite vidéo là-dessus pour montrer que voilà, j'avais fait les premières routines en 5816. Alors en fait, c'est à peu près stable. Par contre, sur la durée, au bout de nombreuses heures, l'Auric plante. Donc j'espère que ça va se produire là pendant la démo, quoi. Mais ça va être très rapide. En fait, j'ai montré deux trois trucs. Euh, alors, en fait, déjà, il y avait comment on met à jour la carte, puisqu'en fait, la carte, en fait, elle se met à jour en fait tous les 3 mois. J'essaie de sortir, faire une release, encore des bugs fixes et puis des nouveaux trucs dessus. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que quand il faut mettre à jour la carte, eh ben, il y a juste à aller sur le repository concerné. Donc, d'ailleurs, je l'ai indiqué dans le manuel. Donc, voilà, depuis la fois dernière, j'ai écrit un manuel utilisateur. Ce qui se passe, c'est que du coup, quand on a une version en 2020.20 ou 2020, point 1 ou 2 ou 3, enfin ça dépend. En gros, faut mettre à jour. Donc en fait, l'idée c'est de récupérer dans le repository, il y a un fichier qui s'appelle sdcard.tgz. Il suffit à chaque fois tous les 3 mois de décompresser sur la SD card ou la clé USB comme vous voulez. Et ensuite, en fait, quand c'est ça, il y a juste après upgrader le kernel avec juste une commande. Donc c'est ce que je vous montrais. Donc en fait, par contre, la ligne de commande est pas seulement. Ouais, on va faire juste ça. Alors ça, donc pour montrer, c'est un 55116 qui est dessus. Donc en fait, les kernels en général, ils sont en fait par banque de 64 kilos. Donc en fait, elles sont nommées R64. Donc là, par exemple, je downgradé en une vieille version. Et ben en fait, alors ça changera. Donc c'est des banques de 64 kilos pour les ROM, pas pour les PROM. Et donc il y a une syntaxe particulière. Il faut faire là la manip en fait que je vais faire. Il faut vraiment souvent faire gaffe et pas se tromper de fichier, parce que ça veut dire qu'on fusille les PROM. Donc c'est pour ça que l'upgrade, il faut vraiment suivre à la lettre la manip. Donc en fait, en fait ça je suis en train de le changer. Donc en fait, la syntaxe va changer, mais en gros, en fait, je dis qu'en fait c'est c'est une ROM, qu'en fait c'est le 7.4. Je vais pas expliquer parce qu'après je suis en train de simplifier tout ça. Et après, en fait, je upgrade le kernel. Alors je le downgrade là normalement, je crois que c'est une V version. Kernel US parce que US pour USB. Par défaut, en fait, soit on peut être en SD card, ou soit on peut être en USB. Donc là, je travaille toujours en USB, puisqu'en fait, je fais du drag and drop, je vous montrerai juste après. Donc voilà, donc il demande si vous êtes sûr de bien écraser le kernel. Donc si vous faites oui et que vous êtes trompé de fichier, ben là, vous vous retrouvez avec une carte inopérante. Là, il faut sortir le programmateur des PROM. Donc en fait, il y a juste à mettre le contenu de la carte, et là, en fait, voilà, ça a redémarré en fait avec une version antérieure, quoi. Voilà. Voilà. Et donc même manip en fait quand il s'agit d'upgrader, R-4. Alors bon, désolé pour les noms parce que je sais, ça c'est mes versions de dev, rebelote, c'est ce que vous voulez. Et là on upgrade, voilà, donc on peut donner un upgrader, il faut juste attendre que ça se mette à jour, et après ça reboot et on est reparti pour un tour, quoi. Donc ça c'est le premier truc que je voulais montrer. Et le deuxième truc, donc on va attendre que ça redémarre, voilà. Donc je suis revenu tout en haut, je sais pas si vous voyez bien, enfin en version 2021.2. Voilà, tout à l'heure c'était 2021.1. Donc ça c'est la version de dev. Je vais vous montrer aussi quelque chose. Donc je vous ai expliqué que je pense la fois dernière que en fait on peut faire son développement à partir du PC et faire du drag and drop pour déposer directement sur l'Orica. Je sais pas si je l'avais dit explicitement, mais en gros, là ici, sur le PC vous le voyez pas, mais en fait je suis avec C65, j'ai compilé un fichier et donc je l'ai copié
je les copie en fait automatiquement. En fait, alors il y a un Raspberry Pi 0 en fait qui est en Wi-Fi, et donc en fait le drag and drop il se fait en Wi-Fi. Donc là, je lance ce truc et j'ai juste dit hello. Et là maintenant, ben si j'ai besoin de faire une note modif, et ben je change mon code source. Hop, je recompile, je recopie. J'ai juste une ligne de commande en fait. Et là, je fais un nouvel write. Si je Voilà, et là 21h19 qui s'affiche parce qu'en fait, voilà, j'ai fiché directement. Donc ce qui permet, alors j'utilise beaucoup moi pour faire les développements hardware, puisqu'en fait, en gros, je développe sur le PC et qu'il fixe à faire sur du hardware, en fait, juste à faire le point de C qui va bien ou l'assembleur, ce que vous voulez. Le drag and drop et je l'ai comme ça, quoi. Et donc il y a des personnes qui ont des cartes qui développent directement dessus plutôt que d'utiliser l'émulateur. Donc donc en fait, voilà, l'émulateur permet, enfin, on peut s'en passer et utiliser cette partie-là. Cette partie-là automatiquement, enfin juste à drag and drop et puis on a son code en binaire qui arrive déjà quoi. Donc on peut faire là, je vous dis, il y a quelqu'un qui est en train de faire son jeu comme ça en fait en développant sur C65 et en faisant le drag and drop automatiquement. Enfin, c'est même pas un drag and drop en fait, c'est juste une copie du fichier directement. Enfin, ce que je voulais montrer, donc ça je l'ai montré déjà. En fait, alors le problème c'est que j'ai dit que je ferais court, donc je montrerai pas comment on fait. En fait, on est capable de charger des ROM, les ROM qu'on veut. En RAM, parce qu'en fait, on a 32 banques de 16 kilos et 32 banques de 16 kilos de ROM, et donc voilà, 64 en tout. Donc 32 de RAM, 32 de ROM, et on peut charger un peu ce qu'on veut. Donc on peut charger les ROM basiques, ce que vous voulez. Moi, j'avais récupéré les ROM d'André que j'avais chargé pour voir ce que ça donnait. En gros, il y avait la question comment démarrer des flats. Ben, en fait, en gros, c'est tout simple. Donc là, j'ai un peu triché, je l'ai déjà chargé pour être rapide. Je l'ai chargé déjà dans une ROM. Donc en fait, j'ai chargé avec une commande qui est avec Oryx CFG. Hop. Et voilà. Et là, du coup, je démarre, quoi. Et là, j'ai des flats qui démarrent. Alors la différence, c'est qu'en fait, il faut modifier la ROM pour gérer l'accès à SD card ou à l'USB. Donc ouais, ça doit être moi qui dois. C'est pas possible autrement, mais moi, je suis en 4G alors. Donc je sais pas quoi. Donc j'espère que vous me croyez sur parole. Au moins vous avez un écran bleu, voilà. Mais là je vais vous montrer que j'ai chargé. Oui, c'est la bulle de 0.11. Ouais, et en fait il y a la 0.12. Voilà. Donc en fait voilà, ça tourne, on peut charger les ROM qu'on veut. Alors actuellement dans la version actuelle, en fait on peut lancer que la ROM basique parce qu'en fait je me suis planté sur les vecteurs. Bon bref. Et là dans la nouvelle version là, du mois prochain, en fait on pourra lancer toutes les ROM. En fait il y a un moyen de la lancer, mais il faut faire un binaire et tout. Bon, c'est un peu compliqué. Donc ça va être beaucoup plus simplifié. Donc on peut changer tous les ROM qu'on veut, quoi. Enfin, juste pour vous montrer, alors ça c'est encore développement, mais ça je le montre moi en fait. Au mois de juin, j'avais présenté la gestion des ROM qui était un peu spartiate en fait. Je pense qu'elle a perdu beaucoup de gens, donc j'ai simplifié beaucoup les choses. Alors, on de bol, est-ce que j'ai fait une mauvaise manip? Alors ici, d'accord, un petit bug. Donc ça, il faut pas s'inquiéter, c'est mes versions de dev. Donc là maintenant, on est capable d'afficher toutes les banques. Alors là, il y a des petits bugs et tout parce que j'ai pas initié certains trucs. Là, le banque -A, en fait, on voit toutes les ROM. Enfin, anti-RAM, en fait, c'est les banques de RAM. Donc, 64, enfin 32 en RAM. Après, en fait, on passe au ROM. Voilà, et après, il y a des signatures. Donc ça, vous inquiétez pas, il y a des bugs ou des signatures qui s'affichent pas. Voilà. Et donc, en fait, après, ce que j'ai fait, j'ai mis une commande supplémentaire, je me souviens plus, pour flusher toutes les RAM en une seule ligne de commande. Je reviens ici, hop. Voilà, j'ai toutes mes RAM qui sont en fait réinitialisées, quoi. Enfin, donc, j'espère que vous me croyez sur parole avec, je sais pas si vous voyez grand chose, quoi. Voilà. Donc, c'était enfin, plusieurs choses, c'est pour vous montrer la programmation et que là, sur le 5816, c'était plutôt stable avec la carte et donc c'est pour ça que je geek un peu avec sur le 5816, quoi. Voilà, j'ai fini. J'avais une petite question. Pour la mise à jour du kernel, si on en loupe une, on met que la dernière ou il faut les Non, en fait, normalement, ça marche, mais il vaudrait mieux quand même faire une par une, quoi. D'accord. En fait, moi, ce que je fais comme test, c'est je prends la dernière version et j'upgrade à la suivante. Je me suis jamais amusé, si je l'ai fait, mais parce que je savais ce que je faisais, je me suis jamais amusé à prendre une nouvelle version et de grader de 4 versions, quoi. Parce que, ou soit je sais exactement ce que je fais, mais je me suis pas amusé, donc voilà. Normalement, il y a pas de raison que ça marche pas.
Mais de toute façon, ça se vite, en fait. Il faut juste avoir le fichier, on fait ce que le RIX CFG, on attend 20 secondes. Quand c'est bon, on regrade le suivant et basta, quoi. Et on remonte de version. Mais voilà, je conseillerais pas parce que moi, je l'ai pas testé et si je pourrais très bien vous dire que ça marche, et puis quand vous upgradez que ça marche pas, vous allez me maudire, quoi. C'est là où vous pouvez plus démarrer la carte, quoi. Voilà. Donc, il vaut mieux faire comme ça. Voilà. Ouais, ouais. D'accord. Merci. Ah, c'est excellent, en tout cas. Le drag and drop, c'est l'avenir. Alors, je sais pas comment je le fais, Xandermol, je sais pas si je prononce bien, oui. qui fait son jeu comme ça. Bon, il fait, Ludo, ouais, il est en train de le porter, là. Je suis en train de réécrire les routines, sur ces 65 qui manquent sur la Target Telestra, là, parce qu'il manque plein de trucs. Donc, j'ai fait plein de pull requests. Il fait ça. Alors, moi, j'aurais pas spécialement impatience parce qu'il y a, en fait, il y a un petit lag, en fait, quand on copie, bon, de 1 ou 2 secondes. Et après, faut aller sur le clavier lourique à côté. Bon, moi, je l'ai aussi à côté. Puis, faut faire, appuyer sur une touche, appuyer sur entrée. Et c'est vrai que, du coup, moi, je fais plutôt Récutron, sauf dans des cas particuliers où je code, sur du hardware spécifique. Voilà. Alors, les deux sont possibles, quoi. Voilà. Mais j'ai pas spécialement patience de faire les deux, quoi. Enfin, faire une essentiellement sur RIC, quoi. Voilà. Merci, Jérôme. Moi, ça me va. Merci beaucoup. Voilà. Alors, comment ça marche? Je sais pas s'il y a le plein écran. Je sais pas comment ça marche. Je me souviens plus. Donc, alors, voilà. Donc, j'ai fait un bout de code qui permet aux utilisateurs, enfin ceux qui veulent programmer un petit programme en basique, par exemple, qui utilisent les touches du clavier pour faire les déplacements. Donc, ce bout de code, on l'enregistre avant et il vient se greffer avec l'interruption clavier. Donc, en fait, on enlève l'instruction RTI qui se trouve à l'adresse, qui s'ouvre à l'adresse 24A. Donc, on place un jump 430 puisque ce bout de code est placé à la page 4. Et en fait, il vient rajouter des infos par rapport au clavier. C'est-à-dire que si j'utilise la manette de jeu, en fait, l'ordinateur se comporte comme s'il n'y avait rien. Simplement, ça bouffe une centaine de cycles par interruption supplémentaire. Et quand on déplace le joystick, et ben du coup, ça envoie les informations flèche gauche, flèche droite et barre d'espace pour le tir. Enfin là, on peut choisir les touches qu'on veut, mais donc voilà. Et en plus, ça intègre les diagonales. C'est-à-dire qu'un jeu comme Pac-Man, par exemple, quand on se déplace au moment de tourner, comme il n'y a pas dans les jeux d'époque, il n'y a pas souvent de simultanéité entre la flèche montée et la flèche droite. On est obligé d'être pile au bon moment pour tourner. Et puis si on loupe le passage, il faut revenir. Enfin bon. Et du coup, avec cette manette, quand on se déplace en diagonale, on va envoyer dans l'ancien jeu l'information montée droite simultanée, très très rapidement. Du coup, on ne sent pas la latence. Donc, on se déplace dans la direction qui est imposée par le jeu. Et dès qu'il y a le passage sur le côté, on peut y aller. Donc, en fait, c'est une sorte de forçage, quoi. Ça crée des diagonales alors qu'il n'y en a pas à l'origine. Donc, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si on voit. Ouais, c'est pas terrible, hein, l'écran est de travers. Donc, en fait, je vais charger Alors, j'ai branché sur Erebus. Donc, du coup, le plugin, donc, je vais le charger. Voilà. Alors, il s'est démarré. Je vais changer la couleur de la page. Donc, du coup, le plugin, il s'est chargé. Alors, il a démarré automatiquement juste pour réinitialiser l'Erebus, pour lui dire qu'on peut refaire un C-load. Donc là, on l'envoie bon, il ne se passe rien, il est chargé. Si je refais un C-load, normalement, ça plante. Mais là, en fait, il recharge la page. Donc, en fait, c'est les adresses qui sont dédiées à l'instruction point d'exclamation. C'est ça qui me sert de première fois. Donc, je le remets à 0. Du coup, on peut retrouver l'écran. Alors maintenant, je vais charger le jeu. Donc, c'est Uber Luminer. C'est un petit jeu en basique qui était sur Hebdogiciel. Voilà.
Alors, j'aurais voulu que le plugin s'active tout de suite, mais malheureusement, à cause des rébus, je peux l'activer qu'après, en faisant un call. Donc là, si j'utilise la manette, donc bon, il se passe rien, hein, forcément, puisque je l'ai pas activé. Et là, maintenant, je vais activer le programme. Donc, je fais un call 420, puisqu'il se trouve en page 4. Alors là, si j'utilise les flèches, on a la répétition normale. Et si j'utilise la manette de jeu, voilà, on a la flèche, mais sans délai de clavier, sans rien. C'est-à-dire à chaque interruption, à chaque timer, à chaque centième de seconde, on a un déplacement. Maintenant, si j'appuie sur la touche de tir, voilà, on écrit le caractère espace à toute vitesse, pareil, puisque souvent les jeux utilisent espace pour le tir. Maintenant, si je me déplace en diagonale, voilà, donc on a les diagonales. En fait, c'est pas des vraies diagonales, c'est montée, droite, montée, droite, montée, droite, descendre gauche, descendre gauche, descendre gauche. Voilà. Alors du coup, maintenant qu'il est activé, je vais pouvoir charger le jeu. Pardon. Le jeu est chargé, pardon, le mettre en route. Alors difficulté, je vais mettre 10 hein, parce que je suis très mauvais. Et donc, effectivement, voilà, avec la manette, alors, je ne sais pas si on voit bien l'écran, mais voilà, avec le tir, je peux creuser. Donc, je peux me déplacer comme avec le clavier, comme avant, et la barre d'espace pour creuser. Voilà. Donc voilà, on peut l'intégrer avec un programme en basique, en langage machine. Et on peut l'intégrer avec un programme en basique, en langage machine. Et on peut choisir, bien sûr, il faut que le petit code, faut modifier certaines adresses, faut voir les 4 directions. Et lui, il s'occupe de faire le mélange pour les diagonales. Donc voilà. Après, ce qui est dommage, c'est qu'avec les rébus, du coup, quand on fait le greffon sur l'interruption clavier, ça empêche les rébus de redémarrer. Donc, si on fait ça avec un simple magnétophone ou en chargement sonore, ça marchera parfaitement. Bon, j'ai pas essayé, mais par contre, avec les rébus, il faut charger le programme basique, le petit code derrière, et puis en première ligne, faire un call pour l'activer. Et puis après, on a accès directement aux touches au joystick en guise de clavier. Donc, ça prend très peu de cycles. Ouais, je crois que c'est une centaine de cycles par centième de seconde. Donc, ça bouffe peut-être 1% de la charge de l'Auric. Et puis, puis voilà, quoi. Donc, voilà, je vais mettre ça en ligne. Donc, le code avec les explications. Ça permet à ceux qui veulent utiliser le joystick IJK de pas s'embêter à dire tiens, il faut charger un code que j'ai trouvé sur le jeu de Attack of the Cybermen ou des trucs comme ça. Le code, il sera prêt. Il sera dans un endroit en général qu'on n'utilise pas trop. Et après, on peut taper le programme basique qui va bien ou du code en langage machine. On a le code qui est déjà activé et on peut s'en servir directement. Ça permet de démocratiser ce type d'interface parce que je trouve que elle aurait dû même être déjà intégrée dans l'Atmos et on peut faire beaucoup de choses avec. Et il y a beaucoup de jeux en basique qu'on peut compatibiliser très rapidement sans chercher à connaître comment c'est programmé et tout. On remplace les touches. C'est un peu comme les interfaces programmables Protect, les trucs comme ça. Sauf que ça se fait au niveau soft, tout simplement. Pas mal du tout. Sympa. Alors, on peut même penser à un programme qui pourrait réaffecter dynamiquement les touches au joystick en fonction d'un contexte. Si tu t'en sers pour un programme de dessin, par exemple, tu sélectionnes avec le bouton et puis après, en fonction de la fonction que tu as choisie, tu réaffectes autre chose. Oui, il y a un programme de préparation qui, ensuite, une fois que la personne a choisi les touches, il sauvegarde le plugin et puis après, ça évite de faire des POC un peu partout et on peut faire ça aussi. Donc voilà.
Bonne idée. On va voir s'il y a les joysticks. Moi, j'ai jamais joué au joystick avant d'avoir un Apple II. Ah bah oui. Donc voilà. C'est vrai que c'est très rapide et il y a vraiment, on sent rien du tout quoi. C'est vraiment, ça empêche pas du tout la machine de tourner. Ça occupe juste la page 4 et c'est tout. C'est au moment où il y a l'interruption clavier, donc il stocke ses valeurs. Alors les valeurs traditionnellement utilisées, c'est l'adresse 208, je crois, ou ce que tous les jeux utilisent, ou la fonction keys. Donc les deux fonctionnent. C'est-à-dire si on va piocher dans l'adresse 208, on va retrouver les codes du clavier. Donc en fait, la routine en ROM vient placer les codes par rapport au mapping clavier, et la routine qui est greffée, juste derrière, elle va réécrire dessus, dans le cas où la manette est utilisée. Si elle n'est pas utilisée, elle laisse la valeur du clavier. Ouais, si c'est une routine de lecture paramétrice du clavier, ça ne fonctionnera pas. Ben non, ben disons la routine elle est en ROM, donc en fait, il faut rajouter cette routine pour intégrer le joystick, quoi. Et là, il y a eu un sujet récent là sur, ça sera peut-être pour une autre visio. C'est par rapport au clavier, la matrice du clavier. Des fois, on se pose la question, est-ce qu'on peut détecter plein de touches en même temps et tout? Et en fait, sur le clavier Auric, bon, il y a un démultiplexeur. Il faut envoyer la donnée sur le processeur sonore. Et normalement, si on s'occupe que de la colonne, une seule colonne et une seule ligne, normalement, on doit pouvoir lire une dizaine de touches, mais simultanément. Par contre, il faut surtout pas toucher les autres touches parce qu'on a le phénomène de Gauss-Key et on voit apparaître des touches imaginaires. Mais normalement, c'est ça qui est bien, c'est que sur la même ligne, on a la barre d'espace, les flèches et le shift. Et bon, il faudrait que je m'amuse à faire ça. C'est un petit bout de code. Pareil, hein, il suffit de récupérer le code qu'il y a dans la ROM. Il y a une gestion d'écriture dans le processeur sonore. Donc, utiliser cette routine pour écrire dans le processeur sonore, et ensuite récupérer la valeur de la touche appuyée, mais de ne pas terminer le cycle tout de suite, d'insister pour voir s'il y a la touche d'à côté qui est appuyée, et ainsi de suite. Mais que sur la même ligne. Et là, normalement, on peut détecter 8 touches simultanées. Après, si on commence à choisir les touches, bah là, on peut plus, parce que il va y avoir des nœuds partout, et après, on aura des valeurs fausses. Mais c'est vrai que pour le jeu vidéo là, qui est en préparation de course de voiture, il y a un petit bout de code à faire qui est pas compliqué pour justement intégrer sur un octet la valeur de chaque touche appuyée. Mais vraiment, si je m'amuse à appuyer sur les 4 flèches en même temps sur la barre d'espace et sur Shift, on doit tous les voir apparaître sur l'écran. C'est une bonne nouvelle pour Yann, ça. Voilà. Pour s'il y avait des alpha-testeurs dans la salle et qui souhaitaient tester, ben, ils peuvent essayer. Voilà, c'est un petit jeu. Pas vraiment c'est un petit labyrinthe en ray tracing, en raycasting. Voilà. Ouais. C'est impressionnant parce que le raycasting sur Auric, je me suis dit, bon, c'est trop lourdingue, c'est un truc, ça marchera jamais. Et là, en fait, on a quelque chose qui est très. On peut déjà faire des jeux avec, quoi. Ouais, Ouais, justement, là, je suis en train de l'action pure 3D, mais on peut faire un peu comme une sorte de aigle d'or, des trucs comme ça, avec un déplacement un petit peu plus réaliste que ce qu'il y avait à l'époque. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Bah, justement, je viens d'essayer de faire un petit jeu, là, un petit labyrinthe. Après, je verrai où ça mène, mais voilà, c'est une première réalisation qui utilise le raycasting sur Auric pour voir un peu ce que ça donne en temps réel. J'ai travaillé un peu sur la routine clavier là dont tu parlais. J'ai commencé à regarder un peu la façon dont on peut coder le clavier en assembleur. Toi, tu dis que c'est simple. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu compliqué. Alors, peut-être que je suis moins habile, mais... Non, mais parce que Auric, l'inconvénient, c'est contrairement, par exemple, aux calculatrices de chez Casio, ils utilisent un système une matrice en forme de triangle. C'est-à-dire que l'entrée sert de sortie. Donc, en fait, on prend une borne, on s'en sert de sortie, et toutes les autres deviennent des entrées. Ensuite, on prend la borne d'à côté qui sert de sortie, et celle d'avant sert d'entrée. Donc, du coup, ça marche dans les deux sens. Alors que Auric, c'est plus compliqué. On n'a pas accès à la trame directement. On peut pas faire ça avec un POC. Le bus de sortie, il se trouve sur le processeur sonore qui lui-même n'est pas directement accessible. Il faut passer par
Ah, il y a le VIA, là. Le VIA, c'est l'adresse du registre du processeur sonore. Donc, il y a les registres qui servent à donner l'enveloppe, les bruits, les fréquences, tout ça. Et le dernier registre, je crois que c'est le E, ou l'avant-dernier, c'est un bus de sortie. Et le clavier, il vient là. Donc, en fait, il faut les chercher très loin, profondément dans le système aurique pour sortir cette valeur. Et ensuite, pour lire de l'autre côté, on n'y a pas accès directement. Il faut sélectionner l'entrée par le petit composant qu'il y a sur le clavier de l'Auric en envoyant un code sur 3 bits. Donc, pour choisir 8... ah oui, choisir la ligne que tu veux lire, en fait. Choisir la ligne. En plus, ils ont mis un démultiplexeur analogique, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que si on met 3 volts, ça sort 3 volts. Si on met 4 volts, ça sort 4 volts. Donc, on aurait même pu s'en servir pour faire des manettes de jeu rotatives. Mais bon, ils avaient peut-être préparé un truc comme ça. Mais bon, on s'en sert pas dans ce cadre-là. Et du coup, on peut lire donc l'entrée. Et en faisant ça, comme toutes les touches sont sur la même ligne, il suffit sur le démultiplexeur de sélectionner la ligne la plus haute. Après, on n'y touche plus. On se contente de lire l'entrée. Et dans le processeur sonore, sur les 8 lignes, il y en a une seule qui est en bas. On lit la valeur. Ensuite, l'autre, on la passe en bas. On lit la valeur. Et on peut lire les 8 touches comme ça. Ah, cool. Mais il faut le faire soi-même pour la simultanéité. Parce que si on passe par la routine ROM, elle va dire « Ah non, ça y est, j'ai fini de lire ma touche enfoncée. Je refuse de lire le reste. » Et du coup, on n'aura jamais de simultanéité. Ah. D'accord, bah dis donc. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc, on a échangé quelque peu les jours derniers avec Christian, Jérôme et JB notamment. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un kit basé sur CC65 et qui reprend des utilitaires. Et donc, ce qui est fonctionnel, le système, il est prêt, hein, c'est-à-dire qu'il y a CC65 qui est intégré au kit de développement. Il y a un système qui permet de lancer la compilation de façon simple pour l'utilisateur. On a prévu d'avoir des librairies supplémentaires. Il y a on a un répertoire pour les utilitaires les plus usuels, on va dire. Donc, par exemple, le premier cas, c'est Orikir de Grégoire. Il y a les émulateurs Euphoric et Euricutron avec Euphoric et livré avec DOSBox. Et donc, si on lance DOSBox, je montrerai, ça lance Euphoric sous Windows 10. Donc, c'est ça l'avantage. Donc, pour les amateurs de Euphoric, ça permet d'avoir une solution complète. Au Euricutron connu, les ROM, et un répertoire disquette, un répertoire tape et un répertoire projet qui n'est pas encore uploadé parce qu'il était vide. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un pack dans lequel il y a les outils usuels autour de CC65, donc plutôt orientés pour ceux qui l'utilisent, qui sont intéressés par le multiplateforme. Hein. Pour le pur Auric, on peut dire que le OSDK, c'est le kit idéal. Mais si on veut toucher une ou deux plateformes comme Ludo, on a intérêt à avoir, comme CC65 Chess, on a intérêt à utiliser CC65. Donc l'idée, c'est d'avoir un kit prêt à l'emploi dans lequel on intègre un répertoire projet et il y a on lance la commande make du répertoire projet, il lance la compilation et le point tap est prêt à être utilisé. Et donc, par exemple, je ne suis pas sûr. Donc, ça, sur le disque dur, ça se présente de la même façon. Donc, on a le dev kit avec les disquettes, les projets, les cassettes. Donc, si je télécharge le kit sur mon disque dur, j'ai donc les répertoires d'origine. Donc, ce que je disais tout à l'heure, si je lance DOSBox,
Donc, DOSBox X, c'est le DOSBox moderne, on va dire. Il appelle directement. Donc là, le fichier conf permet d'appeler directement Euphoric. Donc, ça lance DOSBox avec Euphoric. Voilà. Et donc, là, je peux exécuter un point bat et charger Euphoric. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un kit où on peut à peu près efficacement avoir tous les outils Windows disponibles. Donc les outils de développement, Auric Explorer, les émulateurs, et donc l'ensemble prêt à l'emploi pour lancer une compilation. Donc par exemple, si je vais dans mon Hello World là, dans le répertoire avec CM, pour l'instant c'est CMD. Hein. Il y a un makefile et c'est le makefile qui va compiler tout ce qui se trouve dans les répertoires, dans les sous-répertoires du projet. Donc si je tape make, il me lance la compilation. Voilà, il n'y a rien, c'est le Hello World. Et ça génère, voilà, il est pas renommé, hein, un point Atmos qui est en fait un point tap. Donc l'idée c'est d'avoir un kit prêt avec, on a le pack de samples de CC65, puis on en rajoutera une paire dédiée à l'Auric, et afin d'avoir un outil de compilation complet, et donc sur lequel il n'y aura plus qu'après à faire le drag and drop vers Aurix. Et donc si je regarde comment est foutu le Hello World, il met en début, là, il met un call, il met une ligne basique en fait. CC65 met une ligne basique en début du programme il appelle le compiler avec un call. Ouais, donc j'ai regardé, ouais, c'est bien ça. J'ai des personnes qui faisaient pas ça, mais s'il fait ça, ouais. Parce que sur la target Telestra, moi j'ai pas du tout fait comme ça. Hein. Non, mais là, j'ai regardé, Jérôme, la target Telestra. La target Telestra, elle n'a pas du tout les mêmes en-têtes dans le CFG. Donc, les lignes d'en-tête du CFG qui génèrent le call, là, elles y sont pas. Ouais, parce qu'en fait, j'ai généré le header en fait en binaire. Et je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait comme ça sur la target Atmos. Hein. Honnêtement, je suis pas. Ouais, je sais pas. Et donc, moi, tous ceux que j'ai pu voir jusqu'à présent, moi, il y a quelques années, quand j'avais regardé CC65, j'avais déjà enlevé cette init de base pour remettre un init plus conventionnel. Et je crois que ISS avait fait pareil la dernière fois. Il y a un an, il avait partagé ses fichiers C65 de config. Et de mémoire, il avait fait pareil. Voilà. Voilà donc l'idée. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Réaction à chaud. Alors moi, je trouve ça très bien, honnêtement. Que du coup, en fait, les personnes qui font du dev, et ben, en gros, tout ce que tu as fait, c'est ce qu'on fait tous un peu dans notre coin, quoi. Donc, Oui. bon, après, moi, c'est un peu plus le souk, hein, parce que j'ai 15 000 versions de Récutron. Enfin, il y a pas avec plein de comptes différentes et tout, mais c'est un peu clairement ce que j'ai fait, quoi. Hein. Avec peut-être pas la même arbo, mais. Donc, non, après, pour ceux qui veulent faire le développement, en fait, c'est bien, quoi. Après, là où qui est pas, là, ce qui est pas mal sur 65, c'est quand même un peu plus optimisé, quoi. Sans vouloir faire des comparaisons de compilateurs. Quand même des trucs qui sont pas mal faits dans 65, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le CLG qui génère
qui est utilisé à la compilation. Donc il y a un tape HDR et le basique HDR, et c'est ça qui doit mettre le bazar. Et ces deux lignes-là, je les avais enlevées. Je crois que le tape HDR qu'on retrouve ici aussi, avant, je l'avais enlevé aussi. Et quand on fait ça, après, on peut changer le flag ici de définition du langage, l'autorun, et puis on peut définir à quel endroit il démarre. Je sais plus, ici. Le basique, le base head là. Voilà. Et donc pour ceux qui ne le connaissent pas et qui n'ont pas regardé la vidéo de la dernière fois, je rappelle que dans les deux tools qu'on a, donc il y a Internet, il y a un Auric Explorer et il y a donc Auric IR qu'a fait Grégoire et qui est pas mal aussi pour le développement graphique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres sujets? Ouais, juste en un mot, là, moi le truc que j'avais prévu de présenter, c'est un truc tout bête. Hein. C'est sur les écrans haute résolution. Il y a un bug sur la ROM Auric 1, la ROM 1.0. Quand on charge un écran à haute résolution à partir d'une cassette, je ne sais pas si il y a des gens qui s'en souviennent, mais ça affiche sur l'écran à haute résolution searching et loading, donc ça écrase une ligne en fait de graphisme. Oui. Et il se trouve que il y a quelques temps, il y a un an ou deux, j'ai réalisé que entre l'écran haute résolution et les 3 lignes de texte qui est en dessous, on a 40 octets qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas affichés, pas utilisés. Oui. Et donc je prévois de faire un petit outil là qui va, quand on prend un fichier TAP avec une image haute résolution, qui va stocker, en fait il y a 29 octets qui sont effacés par la ligne de status Auric 1. Donc de stocker ces 29 octets là dans ces 40, et avec une boucle en 11 octets, au chargement de l'écran haute résolution, automatiquement réécraser les octets qui ont été effacés par leur sauvegarde qui aura été faite dans ces 40 octets. Donc au prix d'un jump donc de 3 octets en plus au début de l'écran haute résolution, au prix d'un jump vers la routine, ça devrait maintenant effacer l'effacement. Donc voilà, et la difficulté de ce truc-là, c'est que 11 octets pour faire une boucle de copie, c'est très court. Et ça m'oblige à utiliser des astuces avec l'entête du fichier TAP pour initialiser. En fait, j'utilise la fin de la routine de chargement pour avoir des valeurs spécifiques tout de suite dans les registres. C'est la grosse astuce, mais bon, je ferai un article là-dessus. Ah, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste assure le show. Donc oui, j'avais dit que j'arrêtais fin 2019. Comme il n'y a pas eu de repreneur, je suis parti à dire j'en fais un par trimestre. Et puis j'arrive pas bien à le faire. Hein, j'en ai quand même fait un par trimestre au final, hein, mais pas tout à fait dans les délais. Donc ce que je me suis dit, c'est je vais essayer d'en faire un par trimestre, quoi. Et puis pour garder un peu de rythme, maintenant il faut avoir des choses, hein. Les chemins de Galdéon. Bon, Jean-Baptiste, tu fais run? Ouais, là, je viens de lancer les chemins de Galdéon. Voilà. Donc c'est juste 2 petits labyrinthes qui se suivent et il faut déambuler dans un petit. C'est un espèce de 3D maze quoi, mais revisité avec des textures en couleur. Voilà. Et puis alors au début du jeu, il y a l'affichage de la carte en fait. Là, le petit point rouge en haut à droite, c'est là où on est sur la carte. Et on peut voir ici où est-ce qu'il faut sortir. Alors, ça nous donne l'itinéraire à suivre pour partir, enfin pour sortir. Et puis après, on se déplace avec les touches du clavier pour essayer de retrouver le chemin. Voilà. C'est magnifique. C'est du recasting. Alors du coup, c'est un peu, ça change un peu des trucs ordinaires. Ça fait un peu plus réaliste et immersif, quoi, je trouve. En fait, par contre, on a une super résolution, hein, mais
On voit bien les textures quand même, je trouve. Oui, moi je trouve que. Enfin voilà. Donc ça va être le premier jeu. On a un temps limité dans ce petit jeu là. En fonction des niveaux, il y a des secondes il y a un temps à respecter pour pouvoir sortir du labyrinthe. Voilà, c'est un petit challenge. Écoutez, si vous avez l'occasion d'essayer et puis de faire un retour, vous me direz. Voilà, c'était tout. Merci de votre attention. C'était un petit coup de pub pour Castoric. Ah oui, il y a le repository, comme disait Didier, elle est disponible sur GitHub. Il y a tous les codes sources du moteur de recasting qui sont fournis avec des explications sur comment ça marche à l'intérieur, comment la caméra, comment on se gère le viewport, comment on se configure les textures, comment on configure, voilà. J'explique les mécaniques qui sont utilisées pour les traduire en buffer, qui vont être inclus dans le code source. Il y a des exemples de code, enfin bref. Il y a une petite documentation qui explique bien comment ça marche. Du coup, voilà, faut pas hésiter à regarder. C'est tout open source. Donc, peut-être vous plaît. Voilà. Si jamais ça donne des idées à d'autres personnes. Voilà. Merci. Et la première démo que tu avais montrée là, avec le logo CEO, j'étais sur le cul, moi. Parce que avec le logo, c'est encore plus impressionnant qu'un mur classique, comme on vient de voir. Oui. Ouais, parce qu'on reconnaît, en fait, avec la technique utilisée, on reconnaît quand même les textures, quoi. C'est pas un gloubi-boulga de pixels. Il reste quelque chose. Quand on s'approche du mur, on voit les logos. C'est sympa, je trouve. Il y a même un effet de comme s'il y avait d'autres couleurs rajoutées. Enfin, c'est très curieux. Ouais, tu vois les ombres, enfin, c'est impressionnant. Tu as l'impression qu'il y a des différences de luminosité. C'est vraiment bien fait, quoi. C'est pas qu'une impression, d'ailleurs. Il y a des différences de luminosité. Ouais, merci. Ouais, c'est le tramage, en fait. En fonction de la teinte, de la couleur, on peut faire un tramage différent. Et donc, du coup, on n'allume ou pas les pixels. Donc, ouais, ça fait un bel effet. Merci bien. Bon, c'est dommage. Et pour le mettre en œuvre, j'espère qu'il ne faut pas réviser trop ces notions de mathématiques. Ah non, vraiment non, hein. C'est tout packagé pour qu'il n'y ait plus de maths à faire. Hein. Je me suis mangé les maths, je les ai codés en assembleur. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les niveaux. Ok, super. Bon, sur cette note colorée. C'était encore un beau meeting. J'ai bien plaisir de voir autant de belles choses sur Auric. Merci à tous les intervenants. Ouais, merci à toi, merci à tous les intervenants aussi. Et puis, je dois avouer que la scène Auric, elle a été plutôt limitée le début d'année. Hein. D'habitude, c'est un peu plus chaud que ça. Là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, donc on va clôturer la session. Donc, prochain rendez-vous le deuxième vendredi du mois de juin. Ce sera la Visu Meet d'été, parce qu'à mon avis, on n'aura pas encore le droit de faire de réunions physiques. Ok. Ouais. Allez. Alors, on sera peut-être tous vaccinés d'ici là. Bon, pas de polémique, pas de polémique. Il y a des privilégiés. Hein. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui seront vaccinés avant. Je vais regarder sur Covid Tracker, il y a 34 millions de personnes avant moi vaccinées, donc bon, on va attendre un peu. Ça existe ça, Covid Tracker. Tu donnes ton âge. Ouais, c'est des infos statistiques, je sais pas trop, je suis allé qu'une ou deux fois, hein, je sais pas ce que ça vaut. Mais... Allez. Bon, ouais. Monsieur, merci bien. Bon week-end à tous. Hein. Salut. Au revoir. Ouais, bonne soirée. Merci à tous. Une question, le dernier magazine, il est sorti quand? Je ne sais plus. Mi-février. Ah ok, donc oui, il faut que j'aille le télécharger alors.
D'ailleurs, moi, en cherchant des infos sur CC65, là, dans les mags, j'ai vu que au tout début du SDK et LCC ou CC65, Jérôme était déjà à la pointe à l'époque. En fait, c'est moi qui ai démarré la target Atmos sur 65. Ouais. En fait, il y a eu des trucs. Ouais. C'est toi alors le call 50D. Ouais, non, c'est pas moi, mais en fait, je l'avais fait avec. J'ai fait des bouts en fait sur la target avec Use là. Je sais plus comment ça se prononce, son nom de famille, le premier qui a fait 65. Non, c'est pas moi, mais. Non, c'est pas moi, mais. Non, c'est pas... Ouais, vas-y, dis-le. non, c'est pas moi, mais. Et du coup, je comprends pas que je l'ai pas vu en fait à l'époque. Mais bon, bref. Didier, en fait, Oui. moi j'ai trouvé le fautif, hein, parce que je vois que ça te perturbe beaucoup. En fait, effectivement, à l'époque, moi je l'avais fait avec le bon header. Le header, il y avait mon nom encore. Et du coup, et en fait, il y a Greg King qui a transformé le header normal, le tap HDR avec le call, quoi. Voilà. Donc, Okay. En 2013, le cas, voilà. Voilà. Donc, tu peux aiguiser tes fléchettes et mettre en photo Je vais faire une recherche sur Internet. Tu peux faire une demi-page, la honte du mois, là. Et puis... c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais non, je l'avais bien fait correctement avec Use. Et je sais pas, il l'a changé, je sais pas pourquoi. Le call. Parce qu'il c'est quand même ballot d'avoir du code assemblé et de le balancer avec un call point tap, hein, basique. C'est quand même ballot, hein, moi je dis. Voilà, voilà, c'est pas moi. Voilà, voilà, moi je suis. Je ressors propre du meeting. Oui, t'as eu peur. Ouais. Ok. Bon, après cette dernière partie détente que je couperai peut-être, hein, sinon on va encore durer 2 heures. Salut. Bon ben, merci bien. Bonne soirée. Ouais, ciao tout le monde. Bye bye. Et un petit bain. À la prochaine. Et Simon, un petit bain. À plus. Ciao. À plus.